Ils offrent un château à ma sœur. Puis maître présente la facture. Tu as mis assez d'argent de côté. Maintenant, sacrifie-toi pour la famille. J'ai dit non. Ils m'ont réclamé 400 000 €, mais la question du juge a fait éclater la vérité. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans. Mon appartement à Lyon est mon sanctuaire, un petit nid douillet au cœur de la Croix-Rousse où les seuls drames sont ceux que je lis dans les livres. Je suis graphiste indépendante, un métier qui me permet de vivre simplement mais confortablement, en choisissant mes projets et mes horaires. Cette indépendance, je l'ai bâtie seule, projet après projet, nuit blanche après nuit blanche. Chaque euro économisé est une brique de plus à l'édifice de mon rêve, un rêve qui porte un nom, le mot et la tasse. C'est le nom que j'ai choisi pour la petite librairie café que j'ouvrirai un jour en Provence, sous le soleil du Luberon. Ce n'est pas qu'un simple projet commercial, c'est la concrétisation de 15 années de sacrifices silencieux, le but ultime qui donne un sens à ma discrétion et à ma frugalité. Dans ma famille, j'ai toujours été la fille raisonnable, celle qui ne fait pas de vagues, l'ombre discrète de ma sœur aînée, Chloé. Chloé, c'est le soleil, l'astre autour duquel mes parents, Jean-Pierre et Martine, ont toujours gravité. Elle a 4 ans de plus que moi, et une vie entière d'avance en termes de faveur et d'attention. Je me souviens encore de nos bulletins scolaires. Les miens étaient excellents, souvent meilleurs que les siens. Ils étaient accueillis par un « c'est bien », continue comme ça, Amélie, un simple hochement de tête avant de passer à autre chose. Les siens, même moyens, déclenchaient des effusions de joie. Oh, Chloé, ma chérie, regarde cette note en histoire. C'est fantastique. On va fêter ça. J'ai appris très jeune que mes réussites étaient normales, attendues, et donc invisibles. Les siennes étaient des événements. Pour avoir la paix, pour éviter la douleur de la comparaison, j'ai appris à devenir invisible. C'était mon armure, mon mécanisme de survie. Alors, quand le téléphone a sonné ce mardi soir et que le nom de ma mère s'est affiché, une vieille angoisse familière m'a serré l'estomac. Sa voix était mielleuse, anormalement douce, un ton qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose, ou lorsqu'une catastrophe se préparait. Amélie, ma chérie, comment vas-tu? Bien, maman. Et toi? Ça va, ça va. Écoute, il faut que tu viennes dîner ce week-end. Nous avons une nouvelle importante, une nouvelle familiale. C'est essentiel que tu sois là. Le mot « essentiel » a résonné comme une sirène d'alarme dans ma tête. Je n'étais jamais « essentiel », sauf quand il y avait un problème à régler, une situation à sauver. Quel genre de nouvelles? Tout va bien pour Chloé, ai-je demandé, déjà sur la défensive. Il y a eu un court silence, juste assez long pour que je comprenne que j'avais touché le point sensible. On en parlera samedi. Dans la maison de campagne, en Bourgogne. Sois là à 20h. S'il te plaît, Amélie. C'est important. Elle a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. J'ai fixé mon téléphone, le cœur battant. Le calme avant la tempête. Je le savais. Je le sentais dans mes os. Le week-end qui s'annonçait ne serait pas une simple réunion de famille. C'était une convocation. Et j'avais la terrible prémonition que mon rêve provençal était sur le point d'être menacé. La route jusqu'à la maison de campagne de mes parents en Bourgogne m'a paru plus longue que d'habitude. Chaque kilomètre me rapprochait d'une confrontation que je redoutais. La maison, une vieille bâtisse en pierre que mon père avait rénovée avec fierté, était habituellement un lieu de souvenir d'été. Ce soir, elle ressemblait à une forteresse, ses murs épais prêts à étouffer mes protestations. En entrant, l'atmosphère était électrique. Mon père, Jean-Pierre, se tenait près de la cheminée, le visage grave. Ma mère, Martine, s'agitait dans la cuisine, ses gestes nerveux trahissant son anxiété. Et puis il y avait Chloé. Assise sur le grand canapé du salon, les yeux rougis, le teint cireux. Elle avait l'air d'une reine déchue, dépouillée de sa splendeur habituelle. Le silence pesant n'a été rompu que par le bruit des couverts sur les assiettes pendant le dîner. Personne ne parlait.
On attendait. C'est mon père qui a pris la parole après le café, son ton solennel comme celui d'un juge rendant son verdict. Amélie, nous t'avons demandé de venir car la famille traverse une crise terrible. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. L'entreprise de Philippe, le mari de Chloé, a fait faillite. Une faillite frauduleuse. Il a disparu. Il s'est envolé il y a 2 semaines, la laissant seule avec les enfants, et des dettes colossales. Ma mère a sorti un mouchoir et a commencé à sangloter doucement. Chloé fixait ses mains, tremblantes sur ses genoux. J'ai ressenti une pointe de pitié, malgré tout. Voir ma sœur, si parfaite, si arrogante, si sûre d'elle, réduite à cet état de détresse était déstabilisant. La maison de Paris est saisie, bien sûr, a continué mon père. Elle n'a plus rien. Absolument rien. Je me suis préparée à ce qui allait suivre. Une demande d'aide financière temporaire, un prêt pour l'aider à se reloger. J'y avais pensé sur la route. J'étais prête à l'aider, dans une certaine mesure. Mais je n'étais pas prête pour ce qui est arrivé. Mon père a posé un dossier épais sur la table basse. Sur la couverture, le logo d'une agence immobilière de luxe. Ta mère et moi avons trouvé une solution, a-t-il annoncé. Pour que Chloé et les garçons puissent repartir sur de bonnes bases, pour qu'ils puissent garder leur rang. Nous avons trouvé un endroit pour eux. Il a ouvert le dossier. Des photos d'un petit manoir en Touraine, avec une tourelle, un parc, une piscine. Un « petit château », comme il l'a appelé. J'ai failli m'étouffer avec ma salive. C'est « magnifique », ai-je réussi à articuler. Mais comment? Le regard de mon père est devenu dur comme de l'acier. Il m'a fixé, et j'ai compris que le piège se refermait. C'est là que tu interviens, Amélie. Il a poussé le dossier vers moi. Nous avons besoin de toutes tes économies pour l'apport. Ton plan épargne-logement, tes placements, tout. Et ce n'est pas tout. Tu devras te porter garante pour le reste du crédit, et pour rembourser une partie des dettes de Philippe. Le monde s'est arrêté. Le son du feu crépitant dans la cheminée, le tic-tac de la vieille horloge, tout a disparu. Il n'y avait plus que la voix de mon père, résonnant dans ma tête. Écoute, ta sœur a une famille à sauver, une image à maintenir. Toi, tu n'as que ton petit rêve égoïste. Puisque tu n'as pas de vraie vie, tu vas payer pour la sienne. C'est un ordre. Un ordre. Pas une demande. Un ordre. Le mépris dans sa voix était si profond, si total, qu'il m'a physiquement fait mal. Mon rêve, le travail de 15 ans, balayé, qualifié de « petit » et « égoïste ». Ma vie, jugée « pas vrai ». Un calme glacial s'est emparé de moi. La pitié que je ressentais pour Chloé s'est évaporée, remplacée par une colère froide et pure. Je me suis levée lentement. J'ai regardé mon père, puis ma mère qui hochait la tête en signe d'approbation à travers ses larmes, puis Chloé, qui n'osait même pas lever les yeux. Ceci, ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix sans la moindre trace de tremblement, n'est pas une discussion de famille. C'est une tentative d'extorsion. C'est un hold-up. J'ai pris mon sac. La réponse est non. Et mon conseil, c'est de trouver un très bon avocat. Parce qu'il me semble que vous allez en avoir besoin. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché vers la porte, sans un regard en arrière. Le silence choqué qu'ils ont laissé derrière moi était la plus douce des musiques. En sortant dans la nuit froide de Bourgogne, je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme une combattante. La guerre était déclarée. Le lundi matin, l'adrénaline de la confrontation était retombée, laissant place à une lucidité glaciale. Je savais que mon « non » n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une offensive. Il n'allait pas abandonner si facilement. Mon père détestait qu'on lui tienne tête, et ma mère était une experte en manipulation émotionnelle. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre leur prochain mouvement. Je devais anticiper. Au lieu de me morfondre, j'ai agi. À 9 heures précises, j'étais au téléphone, non pas avec une amie pour me plaindre, mais avec le secrétariat d'un des cabinets d'avocats les plus réputés de Lyon. J'avais passé la soirée de dimanche à faire des recherches. Maître Vincent Dubois avait la réputation d'être un bulldog tenace, spécialisé dans les litiges familiaux complexes. J'ai obtenu un rendez-vous pour le lendemain.
Je ne viens pas pour attaquer, maître, ai-je expliqué dans son bureau sobre et impressionnant. Je viens pour une consultation préventive. Je veux savoir à quoi m'attendre. Quelles sont leurs options légales pour me forcer la main? Maître Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années avec des yeux vifs et intelligents, m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Il a pris des notes, hochant la tête de temps en temps. Mon approche proactive semblait l'intriguer, et peut-être même l'impressionner. Mademoiselle, votre démarche est très sage, a-t-il dit finalement. La plupart des gens attendent que la maison brûle pour appeler les pompiers. Il m'a alors exposé les scénarios possibles, avec une clarté redoutable. Il a parlé de l'obligation de secours entre ascendants et descendants, un concept légal qu'il pourrait essayer de détourner. Il a mentionné la possibilité d'une action pour préjudice moral. Ils vont essayer de vous dépeindre comme une enfant ingrate et égoïste, a-t-il prévenu. La stratégie sera de vous isoler, de vous faire passer pour le monstre de la famille. Votre meilleure défense est la préparation. Rassemblez tout. Absolument tout. Relevé bancaire, preuve de votre indépendance financière depuis votre majorité, email, quittance de loyer. Chaque document qui prouve que non seulement vous ne leur devez rien, mais que vous les avez même aidés par le passé. Nous allons construire une forteresse. Je suis sorti de son bureau avec un plan d'action. La peur avait été remplacée par la détermination. L'étape suivante était d'appeler la seule personne dans ma famille dont le jugement n'avait jamais été obscurci par le favoritisme, ma grand-mère paternelle, Solange. Je l'ai appelée le soir même. Ma petite Amélie, j'attendais ton appel, a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. Ta tante Isabelle m'a déjà téléphoné pour me raconter sa version de l'histoire. Une version pleine de venin, comme d'habitude. Je lui ai tout raconté, sans omettre le moindre détail, y compris la phrase terrible de mon père. Elle a poussé un long soupir. L'argent et l'orgueil, ça a toujours été le poison de ton père. Écoute-moi bien. Ne cède pas d'un pouce. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton père a toujours eu une manière bien à lui de gérer l'argent. Il a toujours caché des choses, même à ta mère. Il a des assurances vie. Plusieurs. Ton grand-père, que son âme repose en paix, m'avait prévenu à ce sujet il y a des années. Il disait toujours, Jean-Pierre aime avoir des nids de secours que personne ne connaît. Cherche de ce côté-là. C'est peut-être une piste. C'était plus qu'une piste. C'était une bombe potentielle. Une information cruciale qui changeait toute la perspective. Il ne me demandait pas de l'aide par nécessité, mais par choix. La confirmation de la guerre psychologique est arrivée 2 jours plus tard. Un appel de ma tante Isabelle. Amélie? C'est Isabelle. J'espère que tu as retrouvé la raison. Son ton était faussement compatissant. Sachant ce que maître Dubois m'avait dit, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone, après l'avoir prévenu d'une voix neutre que la conversation pourrait être enregistrée pour des raisons de clarté. La raison? De quoi parles-tu, ma tante? Ne joue pas les innocentes. Tu laisses ta sœur et tes neveux à la rue. Tout ça pour ton petit caprice de boutique. Tu es une honte pour cette famille. Égoïste. Tu finiras seule, tu entends? Seule et amère. Elle a continué sur ce ton pendant plusieurs minutes, déversant un flot de haine et de reproches. J'ai écouté en silence. Chaque mot était une brique de plus pour ma forteresse. Quand elle a finalement raccroché, à bout de souffle, j'ai sauvegardé le fichier audio. Ce n'était plus seulement ma parole contre la leur. J'avais maintenant des preuves de leur malveillance. La partie d'échecs avait commencé, et j'avais bien l'intention de la jouer avec une longueur d'avance. 3 semaines se sont écoulées dans un silence tendu. 3 semaines pendant lesquelles j'ai suivi les conseils de maître Dubois à la lettre, exhumant des années de ma vie financière. J'ai rassemblé des relevés de compte, le prêt étudiant que j'avais remboursé seul, les quittances de loyer de mon premier appartement, même des emails où ma mère me demandait un petit coup de pouce pour payer une facture imprévue. Chaque document était une pièce du puzzle, dessinant le portrait d'une indépendance durement gagnée. Puis, l'inévitable est arrivé. Un matin, en relevant mon courrier, j'ai trouvé une grande enveloppe en tête d'un cabinet d'huissier de justice. Mon cœur a manqué un battement, même si je m'y attendais.
C'était une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance. Mes propres parents, Jean-Pierre et Martine, me poursuivaient en justice. Le montant réclamé m'a coupé le souffle, 400 000 €. Le motif était encore plus révoltant. Ils m'attaquaient non seulement sur la base de cette fameuse obligation de secours, mais ils réclamaient également des dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture de l'équilibre familial. Selon eux, mon refus avait plongé la famille dans le chaos et le déshonneur. C'était d'une audace, d'une perversité inouïe. Ils me rendaient responsable de la crise qu'ils avaient eux-mêmes orchestrée. Je n'ai pas pleuré. La tristesse avait laissé place à une colère froide, une détermination de fer. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Ils ont tiré les premiers, mademoiselle, a-t-il dit d'une voix calme après que je lui ai lu le document. C'est une déclaration de guerre totale. Très bien. Nous allons répondre. Mais je ne voulais pas seulement répondre devant un juge. Je savais que dans leur esprit, la bataille se jouait aussi sur le terrain de l'opinion familiale et sociale. Ils comptaient sur la pression de l'entourage pour me faire plier. J'ai décidé de prendre les devants, de ne pas les laisser contrôler le récit. Ce soir-là, j'ai rédigé une lettre. Courte, factuelle, et dénuée de toute émotion. Je l'ai adressée à une dizaine de personnes clés de leur cercle, des amis de longue date de la famille, des associés d'affaires de mon père, des membres de la famille élargie que je savais plus modérés que ma tante Isabelle. Des gens dont l'opinion comptait pour mes parents. Le texte était simple. Chers amis, chère famille, c'est avec une profonde tristesse que je me vois contrainte de vous informer d'une situation personnelle difficile. Mes parents, Jean-Pierre et Martine, ont pris la décision de m'assigner en justice. Ils me réclament la somme de 400 000 € afin de financer l'achat d'une nouvelle propriété pour ma sœur, Chloé, et de couvrir ses dettes personnelles. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de ce conflit douloureux. Je tenais simplement à ce que vous entendiez cette information directement de ma part, car je sais que les rumeurs peuvent être blessantes et déformées. J'ai une confiance absolue dans le système judiciaire pour établir la vérité et rendre une décision juste. Je continuerai à défendre le fruit de mon travail et mes projets de vie avec dignité et détermination. Avec mes sentiments respectueux, Amélie. Je n'accusais personne. Je ne me plaignais pas. Je ne faisais qu'énoncer des faits vérifiables. J'ai envoyé ces lettres par courrier recommandé. C'était un coup de poker. Je ne savais pas comment elles seraient reçues, mais je savais une chose, le monopole de l'information venait de leur être retiré. J'avais planté une graine de doute. J'avais forcé les gens à se demander, quel genre de parent poursuit sa propre fille en justice pour une telle somme? La réaction n'a pas tardé. Mon père m'a laissé un message vocal furieux, m'accusant de laver notre linge sale en public et de chercher à les humilier. C'était la preuve que j'avais touché juste. Leur stratégie reposait sur le secret, sur le huis clos familial où ils pouvaient exercer leur tyrannie sans témoin. En brisant ce silence, j'avais changé les règles du jeu. La bataille ne se déroulerait pas seulement dans la salle d'audience feutrée du tribunal, mais aussi dans le tribunal de l'opinion de leur père. Et dans cette arène-là, la vérité est souvent une arme bien plus puissante que le mensonge. Le jour du procès est arrivé, un matin de novembre gris et froid qui semblait refléter mon état d'esprit. Le palais de justice de Lyon, avec son architecture imposante et ses colonnes solennelles, aurait pu m'intimider. Mais en entrant, flanqué de Maître Dubois, de ma grand-mère Solange et de mon amie Sophie, je ne me sentais pas petite. Je me sentais prête. Nous formions une petite armée silencieuse, unie par la conviction que nous nous battions pour la justice. De l'autre côté de la salle d'audience, le clan était au complet. Mes parents, le visage fermé, l'air de martyr. Chloé, à leur côté, jouant à la perfection son rôle de victime fragile. Et derrière eux, en soutien, ma tante Isabelle et mon cousin Thomas, leurs regards chargés de mépris. Ils étaient venus assister à mon exécution publique, convaincus de leur victoire. L'audience a commencé. L'avocat de mes parents, un homme au discours pompeux, a pris la parole. Il a brossé un portrait larmoyant de Jean-Pierre et Martine, des parents dévoués et aimants, qui avaient tout sacrifié pour leurs enfants. Il a décrit Chloé comme une mère courage, abandonnée et sans ressources. Puis, il s'est tourné vers moi. Il m'a dépeinte comme une femme froide, calculatrice,
matérialiste, une enfant ingrate, qui tournait le dos à sa famille en détresse par pur égoïsme. J'ai écouté ce flot de mensonges sans ciller, en fixant un point invisible sur le mur en face de moi. La colère était là, mais elle était contenue, transformée en une énergie froide. Quand ce fut au tour de mon père de témoigner, il a repris la même rhétorique. Nous ne demandons que ce qui est juste, votre honneur. Un juste retour sur l'investissement d'une vie. Maître Dubois s'est levé pour le contre-interrogatoire. Son approche était chirurgicale. Monsieur, a-t-il commencé d'une voix calme, vous parlez d'investissement. Pouvez-vous nous dire combien vous avez investi dans les études supérieures de votre fille aînée, Chloé? Mon père a hésité. Eh bien, l'école de commerce, c'était une somme considérable, oui. Une somme considérable, en effet. Environ 45 000 €, si nos informations sont exactes? C'est possible, je ne me souviens plus des chiffres exacts. Très bien. Et pouvez-vous maintenant dire à la Cour combien vous avez investi dans les études supérieures de votre fille cadette, Amélie? Un silence. Mon père a regardé ma mère, mal à l'aise. Amélie est allée à l'université publique. C'était différent. Différent, en effet, a rétorqué Maître Dubois. La réponse, votre honneur, est 0. Pas un seul centime. Amélie a financé ses études elle-même en travaillant le soir et les week-ends. Il a continué sur cette lancée, épluchant chaque sacrifice qu'il prétendait avoir fait, révélant à chaque fois une disparité flagrante entre le traitement réservé à Chloé et le mien. Il a produit les relevés de compte montrant les virements que j'avais faits à mes parents. La façade de « parents aimants » commençait à se fissurer. Chloé a été appelée à la barre. Elle a pleuré, bien sûr. Elle a parlé de ses enfants, de sa peur de l'avenir. Je ne comprends pas, a-t-elle sangloté. Ma sœur a de l'argent de côté. Elle n'a pas de responsabilité, pas de mari, pas d'enfant. Ses besoins ne sont pas aussi importants que les nôtres. Son petit rêve de boutique peut bien attendre. La famille, c'est plus important, non? Le juge, un homme d'une 60aine d'années au visage impassible, l'a regardé par-dessus ses lunettes. Donc, selon vous, mademoiselle, le fait de ne pas avoir d'enfant crée une obligation financière envers ceux qui en ont? Chloé a cligné des yeux, décontenancée. Eh bien, dans une famille, oui. Le moment que j'attendais est enfin arrivé. Maître Dubois s'est levé. La défense appelle son dernier témoin, a-t-il annoncé d'une voix forte. Madame Solange. Un murmure a parcouru le côté de mes parents. Le visage de mon père s'est décomposé. Il n'avait jamais imaginé que sa propre mère témoignerait contre lui. Ma grand-mère s'est avancée, droite et digne malgré ses 80 ans. Elle a prêté serment d'une voix claire. Maître Dubois lui a posé une seule question. Madame, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Solange a tourné son regard vers mon père. Un regard non pas de haine, mais d'une profonde, immense déception. Je suis ici, a-t-elle dit en s'adressant au juge, parce que je ne peux pas rester silencieuse face à une telle injustice. Je suis ici pour témoigner contre mon propre fils. Elle a parlé pendant 10 minutes. 10 minutes d'une vérité brute et sans phare. Elle a raconté l'histoire de notre famille, l'histoire d'un favoritisme constant, d'une enfant rendue invisible. Et puis, elle a lâché la bombe. Mon fils et ma belle-fille vous disent qu'ils sont sans ressources. C'est un mensonge. Je sais, de source sûre, par mon défunt mari, que mon fils possède plusieurs contrats d'assurance vie très bien garnis. Des fonds qu'il a toujours dissimulés, même à sa femme. Ils ont les moyens d'aider leur fille Chloé. Ils choisissent de ne pas le faire. Ils choisissent de détruire la vie de leur autre fille à la place. Le silence dans la salle d'audience était total, absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Maître Dubois a alors porté le coup de grâce. Votre honneur, nous avons demandé la production des documents financiers des plaignants dans le cadre de cette procédure. Et nous avons ici les preuves qui confirment les dires de Madame Solange. Il a projeté sur l'écran du tribunal les relevés des contrats d'assurance vie. Les chiffres étaient là, en noir et blanc. Plus de 600 000 €. Il s'est tourné vers mon père, dont le visage était devenu livide. Monsieur, pouvez-vous expliquer à la Cour pourquoi vous demandez à votre fille de liquider 15 ans d'économie,
alors que vous êtes vous-même à la tête d'un patrimoine de plus de 600 000 euros? Aucune réponse. Juste le son de la respiration haletante de mon père. Le piège s'était refermé, non pas sur moi, mais sur eux. Leur cupidité, leurs mensonges, leur cruauté, tout était exposé à la lumière crue de la salle d'audience. Le procès était terminé. Ils avaient perdu bien plus qu'une simple bataille juridique. Ils avaient perdu leur honneur. Une semaine plus tard, nous étions de retour dans la même salle d'audience pour entendre le verdict. L'atmosphère était différente. L'arrogance avait disparu du visage de mes parents. Il ne restait que l'amertume et une honte mal dissimulée. Le juge n'a pas fait durer le suspense. Il a lu sa décision d'une voix neutre, mais chaque mot était un clou de plus sur le cercueil de leur malhonnêteté. Après examen des faits et des témoignages, le tribunal rejette la plainte dans sa totalité, la jugeant sans fondement. Un immense soupir de soulagement m'a échappé. Sophie a serré ma main sous la table. Mais le juge n'avait pas terminé. Il a levé les yeux de ses papiers et a regardé mes parents droit dans les yeux. De plus, a-t-il poursuivi, le tribunal qualifie cette procédure d'abusive et de vexatoire. Tenter d'utiliser le système judiciaire pour exercer une extorsion morale et financière sur son propre enfant est un acte d'une gravité particulière. Par conséquent, le tribunal condamne les plaignants, monsieur et madame Jean-Pierre, aux dépens. Ils devront rembourser l'intégralité des frais de justice engagés par la défense, y compris les honoraires d'avocat. C'était une victoire totale. Non seulement leur demande était rejetée, mais ils devaient payer pour leur tentative de me détruire. Ils ont quitté le tribunal rapidement, sans un mot, sans un regard, suivis par une Chloé défaite et une tante Isabelle qui avait perdu de sa superbe. En sortant dans la lumière pâle de Lyon, je n'ai pas ressenti de joie exubérante. Juste un vide immense et une profonde lassitude. C'était la fin d'une guerre, mais aussi la confirmation de la mort de ma famille. Ma grand-mère m'a serré dans ses bras. Tu es libre maintenant, ma petite. Vraiment libre. Les mois qui ont suivi ont été consacrés à la reconstruction. Pas seulement de ma paix intérieure, mais de mon rêve. Avec l'argent que j'avais si âprement défendu, j'ai quitté Lyon. J'ai trouvé le local parfait en Provence, dans un petit village pittoresque du Luberon. Une ancienne librairie avec des poutres apparentes et un petit jardin à l'arrière. C'était exactement comme dans mes rêves. J'ai signé l'acte de vente, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Des larmes de soulagement, de joie et de gratitude. Les travaux de rénovation ont commencé. C'était un projet énorme, mais chaque coup de pinceau, chaque planche de bois posée était une thérapie. Je balayais la poussière du passé pour construire mon avenir. C'est à ce moment-là que Marc est entré dans ma vie. C'était l'architecte que j'avais engagé pour superviser la partie la plus technique des travaux. C'est un homme calme, patient, avec un sourire qui illuminait ses yeux. Il n'a jamais posé de questions sur mon passé, sur ma famille. Il a simplement vu la femme que j'étais en train de devenir, forte, déterminée, passionnée par son projet. Il a été attiré par ma résilience, pas par mes blessures. Notre relation s'est construite lentement, naturellement, au milieu des sacs de ciment et des plans d'architecte. Il m'apportait le café le matin, restait tard le soir pour discuter des couleurs des murs. Il est devenu mon partenaire, mon confident, mon plus grand supporter. Il était la preuve vivante qu'une relation saine, basée sur le respect et l'admiration mutuelle, était possible. Il était le soleil après la tempête. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus l'ombre de quelqu'un. J'étais au centre de ma propre vie, et quelqu'un était là pour le voir et l'aimer. Grâce aux réseaux sociaux de ma grand-mère et de quelques amis restés en contact, les nouvelles de ma nouvelle vie en Provence sont parvenues jusqu'en Bourgogne. Les photos des travaux de la librairie, l'enthousiasme palpable de la communauté locale pour ce nouveau commerce, mon bonheur évident aux côtés de Marc, chaque bribe d'information était, sans que je le sache, une provocation pour Chloé. Pour elle, ma réussite était son échec. Mon bonheur était le miroir de sa propre misère. Rentrée vivre chez nos parents, travaillant à temps partiel dans un supermarché, elle était prisonnière de la vie qu'elle avait toujours méprisée, une vie sans faste, sans statut, une vie ordinaire. La jalousie, ce poison lent, a commencé à la ronger de l'intérieur, se muant en une rancœur active et malveillante.
Un jour, alors que l'ouverture de Le Mot et la Tasse approchait à grands pas, des choses étranges ont commencé à se produire. Un avis d'une étoile est apparu sur la page Google de mon commerce, qui n'était même pas encore ouvert. Le commentaire, signé d'un nom manifestement faux, parlait d'une propriétaire arrogante et malhonnête, et d'une hygiène douteuse. J'ai d'abord cru à une erreur, à un troll isolé. Mais le lendemain, 2 autres avis du même acabit sont apparus. Puis des commentaires ont commencé à fleurir sur les forums internet du village, des rumeurs insidieuses sur la nouvelle commerçante qui a ruiné sa propre famille pour s'installer ici. Le doute et l'inquiétude ont commencé à m'envahir. Qui pouvait m'en vouloir à ce point? Marc a immédiatement vu clair. Ce n'est pas une coïncidence, Amélie. C'est une attaque coordonnée. C'est trop précis, trop personnel. La colère a remplacé l'inquiétude. Je n'allais pas laisser quelqu'un saboter le rêve que j'avais mis tant d'années à construire et que j'avais défendu devant un tribunal. C'était hors de question. J'ai appelé mon amie Sophie, qui travaillait dans le marketing digital. Sa connaissance des réseaux sociaux était ma meilleure arme. Sophie, j'ai besoin de ton aide. Je crois que ma sœur essaie de détruire ma réputation en ligne. La garce, a-t-elle sifflé. Ne t'inquiète pas, on va la coincer. Envoie-moi tout ce que tu as. Ensemble, nous avons commencé à enquêter. Sophie a analysé les profils des faux commentateurs. La plupart avaient été créés récemment, n'avaient aucune autre activité et utilisaient des photos volées sur Internet. Mais l'un d'eux a attiré notre attention. Il avait été créé par mon cousin Thomas, le fils de la tante Isabelle. Il avait oublié de masquer ses informations. C'était la preuve qu'il était impliqué. Chloé n'agissait pas seule. Forte de cette première piste, nous avons décidé de leur tendre un piège. Sophie a créé un faux site web, très professionnel, intitulé « Soutien aux nouveaux entrepreneurs de Provence ». Elle a ensuite rédigé un email tout aussi convaincant, proposant une subvention exceptionnelle pour les commerces récemment implantés. L'email demandait aux candidats de remplir un formulaire détaillé avec leurs informations personnelles et bancaires pour vérifier leur éligibilité. C'était un hameçonnage classique, mais nous parions sur leur cupidité et leur amateurisme. Nous avons envoyé l'email à une adresse que nous avions réussi à lier à Chloé. Puis nous avons attendu. Moins de 24 heures plus tard, le piège s'est refermé. Chloé a mordu à l'hameçon. Elle a rempli le formulaire en utilisant son vrai nom, son adresse, et même des informations qui ont confirmé qu'elle était bien derrière les faux profils. En voulant obtenir une subvention imaginaire, elle venait de nous livrer sur un plateau d'argent la preuve irréfutable de sa campagne de diffamation. J'ai imprimé chaque page, chaque capture d'écran. J'ai rassemblé les preuves dans un dossier épais. Ce n'était plus un simple soupçon. C'était un dossier solide, un dossier que je pouvais présenter à la police. Je n'avais pas encore décidé si j'allais le faire. Mais une chose était sûre, j'avais repris le contrôle. Le prochain coup serait le mien. Et il serait décisif. Le dossier de preuves posé sur la table de mon salon pesait 1 tonne. Pas seulement par son poids physique, mais par ce qu'il représentait, la trahison finale, la preuve que même après avoir été publiquement humilié, il n'avait rien appris. La haine de ma sœur était si profonde qu'elle préférait me détruire plutôt que de se reconstruire. Pendant un instant, j'ai envisagé d'aller directement à la gendarmerie. Mais je savais que cela mènerait à un autre procès, à plus de drames publics, à plus d'énergie gaspillée. Je ne voulais plus de ça. Je ne voulais pas la punition. Je voulais la paix. Une paix définitive. J'ai appelé Maître Dubois. Je lui ai expliqué la situation et ce que j'avais découvert. C'est de la diffamation et du harcèlement, Amélie. C'est pénal. Nous pouvons les poursuivre. Je sais, maître. Mais je ne veux pas d'un autre procès. Je veux qu'ils sortent de ma vie. Pour toujours. J'ai une autre idée. Je lui ai exposé mon plan. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un petit rire admiratif. C'est audacieux, a-t-il dit. C'est même brillant. Je rédige le document immédiatement. Le samedi suivant, j'ai pris ma voiture et j'ai fait les 4 heures de route jusqu'en Bourgogne. Je n'avais pas prévenu de ma visite. Je me suis garée devant la maison de mes parents. Mon cœur battait fort,
mais ce n'était plus de la peur. C'était la détermination d'une femme qui allait mettre un point final à sa propre histoire. J'ai sonné. C'est ma mère qui a ouvert. Son visage est passé de la surprise à la méfiance. Amélie? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour une dernière conversation. Appelle papa et Chloé. C'est important. Mon ton ne laissait aucune place à la discussion. Intrigués et sans doute un peu inquiets, ils se sont tous rassemblés dans le salon. Le même salon où, des mois plus tôt, ils avaient tenté de me dépouiller de mon avenir. Je suis restée debout. J'ai sorti de mon sac le dossier de preuves et je l'ai posé lourdement sur la table basse. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé mon père, hostile. Ceci, ai-je répondu d'une voix calme et posée, est le dossier complet de la campagne de dénigrement et de diffamation que Chloé, avec l'aide de Thomas, a menée contre mon entreprise ces dernières semaines. J'ai les preuves des faux avis, les captures d'écran des forums, les adresses IP, et même une confession numérique signée de la main de Chloé lorsqu'elle a tenté d'obtenir une subvention frauduleuse. Le dossier est complet, détaillé, et tout à fait recevable par un procureur. Le visage de Chloé est devenu blanc comme un linge. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Mon père m'a foudroyé du regard, mais il y avait de la panique dans ses yeux. J'ai alors sorti un deuxième document de mon sac. 2 pages, rédigées en langage juridique par Maître Dubois. Et ceci, c'est votre porte de sortie. Je l'ai posé à côté du premier dossier. J'appelle ça un « contrat de paix ». Vous pouvez aussi l'appeler un avertissement légal final. Ce document stipule que vous reconnaissez vos torts et que vous vous engagez, tous les 3, à ne plus jamais, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, me contacter, parler de moi, écrire sur moi ou interférer dans ma vie ou mes affaires. J'ai marqué une pause, les laissant absorber l'information. Le deal est simple. Soit vous respectez ce contrat de silence à partir de maintenant, et ce dossier de preuves reste ici, dans mes archives. Soit vous le violez, ne serait-ce qu'une seule fois, et ce dossier part directement chez le procureur de la République avec une plainte pour harcèlement, diffamation et tentative d'escroquerie. Je les ai regardés un par un. Chloé était au bord des larmes. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans. Mon père serrait les poings, son orgueil en lambeaux, piégé. Vous n'avez pas besoin de le signer, ai-je conclu. Votre silence et votre disparition de ma vie à partir de cet instant tiendront lieu de contrat. Le choix vous appartient. Je n'ai pas attendu leur réponse. Je leur ai tourné le dos, j'ai repris mon sac et je suis partie. En fermant la porte derrière moi, j'ai senti un poids incroyable se soulever de mes épaules. Ce n'était pas une victoire joyeuse. C'était une amputation nécessaire. J'avais coupé la partie gangrenée de ma vie pour sauver le reste. Et pour la première fois, je savais, avec une certitude absolue, que j'étais enfin, et pour de bon, en paix. 2 ans ont passé. 2 années de silence. Le contrat a été respecté. Aujourd'hui, le mot et la tasse n'est plus un rêve, c'est une réalité vibrante. La petite librairie café est devenue le cœur battant du village. Les matins, l'odeur du café fraîchement moulu se mêle à celle des vieux livres et des croissants chauds. Les après-midi, les habitués viennent lire au soleil dans le petit jardin que Marc a transformé en un havre de paix, avec une fontaine murmurante et des glycines odorantes. Marc et moi, nous nous sommes mariés l'année dernière. Une petite cérémonie simple, dans ce même jardin, entourée de nos amis les plus proches et de ma grand-mère Solange. Elle a quitté sa grande maison de Bourgogne pour s'installer dans un petit appartement coquet à quelques rues de la librairie. Elle passe presque tous les jours, non pas par devoir, mais par plaisir. Elle m'aide à choisir les nouveautés littéraires, elle raconte des histoires aux enfants du village le mercredi après-midi, et elle nous prépare des tartes aux pommes dont elle seule a le secret. Sa présence est un baume constant, le rappel que la famille n'est pas une question de sang, mais de cœur. Sophie est venue passer des vacances le mois dernier. En sirotant un verre de rosé sur la terrasse, elle m'a donné des nouvelles, des échos lointains d'une autre vie. Un ami commun de Lyon avait croisé mes parents par hasard. Ils ont vendu la grande maison de Bourgogne. Ils vivent désormais dans un petit pavillon de banlieue, plus anonyme. Ils se sont isolés, aigris par leur défaite et leur honte. Quant à Chloé, elle vit toujours avec eux. Elle n'a jamais réussi à rebondir.
Sa relation avec nos parents, m'a dit Sophie, est devenue un mélange toxique de dépendance et de reproches mutuels. Chacun semble rendre l'autre responsable de leur déchéance. La tante Isabelle, après avoir été publiquement éclaboussée par le scandale du procès, a vu son cercle social se réduire comme peau de chagrin. La commère est devenue elle-même l'objet des commérages, une ironie du sort qu'elle n'a sans doute pas appréciée. En écoutant ces nouvelles, je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe. Juste une sorte de détachement paisible. Leur sort ne m'intéressait plus. Leur histoire était terminée. La mienne ne faisait que commencer. Ce matin, en ouvrant la boutique, un rayon de soleil provençal a traversé la vitrine, illuminant les couvertures colorées des livres. Marc est arrivé avec les pains au chocolat, il m'a embrassé tendrement. Un couple de touristes anglais est entré, émerveillé par le charme du lieu. En leur servant leur café, j'ai souri. Un vrai sourire, qui venait du plus profond de mon être. Je n'ai peut-être pas eu la famille que je méritais, mais j'ai lutté pour construire la vie que je voulais. J'ai appris que la paix n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais une forteresse que l'on bâtit, pierre par pierre. Et que parfois, les histoires les plus heureuses sont celles où l'on a le courage d'écrire soi-même le mot « fin ».